Bonjour, je suis Grégory Pouy et je vous présente Vlan, un podcast pour vous aider à être plus serein dans un monde plein d'incertitudes. Le moins que l'on puisse dire quand on pense aux politiques du moment, forcément quand je dis politique vous allez penser à Donald Trump, mais on va beaucoup parler dans cet épisode d'Emmanuel Macron, qu'il y a quelque chose de complètement pervers dans leur attitude. Pour Donald Trump, pervers dans les prises de position, les propositions complètement farfelues sur toute une multitude de sujets. Quand il s'agit de Macron, c'est plus diffus et c'est plus complexe, mais c'est surtout une personne qui fait exactement l'inverse de tout ce qu'il dit. Et donc c'est extrêmement perturbant, j'imagine, pour vous. En tout cas, pour moi, ça l'est profondément. Et quand j'ai fait l'épisode avec Anne-Clotilde Ziegler sur la perversion narcissique, qui est donc une psychothérapeute spécialisée sur le domaine, qui a écrit plusieurs livres sur le domaine, elle m'a conseillé de recevoir Marc Joly, qui est mon invité du jour, qui est sociologue, qui est chercheur au CNRS, qui a écrit un livre assez dense sur la perversion narcissique, mais qui ensuite a décidé, et on en parle dans l'épisode, d'écrire un livre sur la pensée perverse au pouvoir. Donc on explique bien sûr le processus par lequel il est passé pour écrire ce livre, mais surtout on essaie de comprendre et de décrire pourquoi, comment on arrive à des situations où nous, on élit un pervers, les Français j'entends, mais aussi pourquoi cette perversion narcissique, est-ce qu'il y a un lien dans sa relation amoureuse avec Brigitte Macron, comment cette perversion se caractérise. Bref, toute une série de questions qui me semblent vraiment essentielles à comprendre parce que bientôt viendront les prochaines élections, bientôt on devra faire un choix. Et je crois que d'avoir ce genre de conversation, c'est extrêmement important parce qu'on ne peut plus se permettre d'avoir ce genre de leader à la tête d'un pays comme la France. Je vous souhaite une excellente écoute. Je vous souhaite une très bonne journée aussi. Vous pouvez regarder cet épisode sur YouTube si vous le souhaitez, puisqu'il est en vidéo intégralement. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour Marc. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. On va parler de perversion narcissique. On a fait un épisode avec Anne-Clotilde sur la perversion narcissique. Vous êtes chercheur au CNRS et vous avez fait un bouquin assez dense sur la perversion narcissique. Pourquoi vous avez choisi ce sujet à l'origine? Alors, à l'origine, c'est parce que j'en ai entendu parler dans ma vie personnelle. Après, ma spécialité au début, quand j'étais recruté au CNRS, c'était l'histoire, l'épistémologie des sciences humaines et sociales, et j'avais un intérêt assez fort pour la psychanalyse et l'histoire de la psychanalyse. Donc cette catégorie, créée par un psychiatre et psychanalyste, m'intriguait un peu. Donc je m'y suis intéressé. Et de fil en aiguille, j'ai mis en place un dispositif d'enquête sur la genèse de la catégorie. Donc le psychiatre et psychanalyste qui l'a créé, qui il était, pourquoi il l'a créé, dans quel cadre, enfin, etc. Je me suis intéressé, dans le cadre de cette enquête mise en route, à la circulation sociale et médiatique de la catégorie à la mode. Et puis ensuite, j'ai fait un terrain dans une association de lutte contre la violence morale intrafamiliale pour bien comprendre les logiques sociales d'appropriation de cette catégorie. Parfait. Comment on en arrive de cette réflexion à un livre sur la pensée perverse au pouvoir? Alors c'est un long cheminement, c'est un très long cheminement. En fait, le rapprochement, il s'est imposé à moi. Donc cette enquête sur la catégorie de perversion narcissique, sa genèse, ses usages, sa circulation, ça m'a pris 6 ans. Et au moment où je finissais ce travail, je me suis intéressé à un mouvement social qui était le mouvement contre la réforme des retraites du premier semestre. Ce mouvement s'est vraiment mis en route à partir de décembre 2022 et puis vraiment premier semestre 2023, ça a vraiment marqué l'actualité politique et sociale en France. C'était très marquant en fait, parce qu'il y avait des mobilisations incroyablement importantes contre cette réforme décidée par Macron. Donc il s'agissait de reculer l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans.
mesure d'âge qui est par définition injuste socialement. Tous les syndicats étaient contre. Il y avait dans les sondages une part très importante des gens, très très majoritaires, qui étaient opposés. Les actifs, c'était 90%, ce qui est quand même assez incroyable. Des manifestations très nombreuses, très régulières. J'y étais, on était incroyablement nombreux. Et ça se passait bien, au sens où il y avait quelque chose de positif dans ces manifestations. Et malgré tout, le pouvoir et Macron refusent de tenir compte de tout ça. Sans parler du Parlement, qui, s'il avait pu voter, aurait refusé cette loi. Donc ça faisait beaucoup. Et ce qui était assez intriguant, c'était de voir dans le discours des opposants à cette réforme des expressions, des termes qui étaient ceux que j'avais vus et analysés en travaillant sur des victimes de violences conjugales, en l'occurrence. C'est vraiment autour de la question des violences conjugales, de certains types de violences conjugales, masculines et d'ordre psychologique, que la catégorie de perversion narcissique s'est cristallisée en France. Bon. Donc, il y avait cette parenté entre le champ sémantique de victimes de violences dans les relations intimes et discours des opposants à la réforme des retraites. Et c'est le point de départ, en fait, une sorte d'annexe de cette grosse enquête sur la catégorie de perversion narcissique. Est-ce qu'on peut faire un petit focus? Alors, j'ai fait un long épisode avec Anne-Clotilde sur la perversion narcissique, mais est-ce qu'on peut faire un petit focus? Parce que c'est un terme qui est souvent mal utilisé. On a tendance à définir tout le monde comme un pervers narcissique à partir du moment où il y a un problème. Maintenant, le nouveau terme à la mode, c'est toxique, donc c'est beaucoup plus vaste, hein, pour le coup. Est-ce qu'on peut se faire un petit focus sur ce que c'est que la perversion narcissique? Et ensuite, j'ai une question sur le pouvoir, mais peut-être d'abord la perversion narcissique. Alors, donc, il y a une catégorie psychopathologique définie par un psychiatre et psychanalyste. Peut-être que je la lis, j'aime bien la lire parce que comme ça, au moins c'est plus précis. C'est un livre que je viens de recevoir qui reprend la définition en première page, donc c'est bien pratique, comme je le lisais dans le train, donc je savais que j'avais la définition à portée de main. Donc, la perversion narcissique, pour Paul-Claude Racamier, il n'est pas très sympa d'ailleurs, l'auteur de la préface à un livre qui vient de sortir. Enfin, pas très sympa, c'est un très très... C'est quoi comme livre? C'est un livre qui s'appelle La démesure érotisée, sur quelques défis techniques posés par le narcissisme et les perversions, par un psychothérapeute, une psychanalyste israélienne. D'accord. Et c'est préfacé par un grand spécialiste de l'histoire de la psychanalyse en France, qui s'appelle Pierre-Henri Castel. Et il est assez critique à l'égard de la catégorie elle-même. Et donc il la cite, et donc je vais citer Racamier. Donc Racamier, par perversion narcissique, définit une organisation durable ou transitoire. Donc, organisation, c'est une structure psychique. Sauf que Racamier parle en termes d'organisation psychique plutôt que de structure. Donc, organisation durable ou transitoire caractérisée par le besoin, la capacité et le plaisir de se mettre à l'abri des conflits internes et en particulier du deuil en se faisant valoir au détriment d'un objet manipulé comme un ustensile et un faire-valoir. Bon. Alors, cette catégorie, elle a servi à mettre des mots sur un vécu socialement très situé, qui est celui de femmes dans le cadre de relations conjugales où la relation étant censée se structurer sur un mode égalitaire, et même parfois commençant, et même souvent d'ailleurs commençant sur ses bases, avec un partenaire qui paraît très féministe, très compréhensif. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Jamais personne ne m'a donné le sentiment de me comprendre comme j'étais compris, de m'aimer, etc., pour ce que j'étais, de me valoriser. Bon. Une relation qui commence sur ses bases et qui tourne vers
un processus de dévitalisation. C'est-à-dire la partenaire se retrouve progressivement dépossédée, amputée de toutes les qualités, de toutes les propriétés qui en faisaient cet être au début exceptionnel, aimé, compris, et qui se rend compte qu'au fond, elle est réduite à rien. Voilà. Et ce processus-là, ce renversement-là, il fallait mettre des mots dessus. Et cette catégorie a servi à ça. Alors, un livre en particulier a permis à cette catégorie d'être appropriée très largement. C'est un livre de Marie-France Irigoyen qui s'appelle Le harcèlement moral et qui sort en 1998. Et en fait, ce qui va se constituer, c'est tout un réseau conceptuel autour de la question, de la thématique de la perversion relationnelle. C'est-à-dire des relations qui sont censées se structurer sur un mode soit d'égalité, soit de responsabilité, et qui sont subvertis pour donner naissance à quelque chose de complètement opposé. Voilà. Et donc, les gens ont besoin de mots pour comprendre ces processus de renversement-là. Donc, il y a eu harcèlement moral, perversion narcissique, emprise, vous avez dit toxique. En fait, les catégories ne se toxique n'a pas vraiment remplacé pervers narcissique, ça s'est ajouté pour complexifier et affiner le réseau conceptuel disponible pour mettre des mots sur des processus qu'on vit comme des processus qui portent atteinte à notre autonomie, à notre intégrité psychique. Emprise aussi, on fait partie. Vous voyez, tout un ensemble de termes qui font réseau. C'est pour ça qu'il ne faut pas fétichiser l'un ou l'autre. Et c'est vrai que parfois, dans les logiques de mise en avant des catégories par des promoteurs, enfin des gens qui écrivent des bouquins, souvent il y a la tendance à vouloir mettre le focus sur un concept, un terme, et puis par rapport à d'autres termes. Or, ils forment un ensemble cohérent qui a une explication sociologique. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est des discussions que j'ai pas mal avec Anne-Clotilde Ziegler, que vous avez cité plusieurs fois, qui est une psychothérapeute que j'aime beaucoup. C'est grâce à elle que je suis là, d'ailleurs. Oui, on la remercie. Elle nous a mis en relation. Et on discute souvent de ça parce que elle est assez souple et pragmatique avec les catégories. Elle a parlé de perversion narcissique, mais elle a d'autres termes. Elle essaye de construire un ensemble conceptuel vraiment précis et adapté à ces processus-là qui sont très subtils. Il y a une phrase qu'on m'a donnée il y a très longtemps, dont j'ai absolument aucune source, mais je serais curieux d'avoir votre retour, qui est ce ne sont pas les gens pervers qui sont attirés par le pouvoir. Non, c'est pas le pouvoir qui pervertit les gens, ce sont les gens pervers qui sont attirés par le pouvoir. Pour avoir un peu gravité dans le milieu politique, je pense que le pouvoir attire des gens qui ont des dispositions particulières. C'est ça. Donc c'est pas vraiment le pouvoir qui pervertit d'une certaine manière. Ah, je pense pas. Non, je pense que le pouvoir, il y a des contraintes inhérentes à opposition de pouvoir. Voilà, il y a des comportements qu'on doit avoir quand on occupe des positions de pouvoir. Donc une capacité à garder le secret, à avoir des stratégies. Mais il y a des gens de pouvoir qui se comportent bien. Voilà. Mais de manière générale, les milieux de pouvoir, et en particulier pouvoir politique et pouvoir économique, ça attire, je pense... alors, je suis obligé de faire un détour, en fait. Parce que votre question, elle appelle vraiment une... Non, mais... Parce qu'au fond, l'analyse sociologique que j'ai essayé de construire, elle part d'un processus qui se met en place et qui donne le sentiment, à un moment donné, de s'achever. C'est un processus d'égalisation entre les sexes, hommes-femmes. En gros, dans les années 80, sur le plan du droit, sur le plan de l'accès au monde du travail, les relations, ce qui se joue au niveau de la sexualité, des relations intimes. Les années 80 sont les années où normalement l'égalité est censée vraiment se concrétiser. Et en particulier dans le monde du travail.
Or, ce qui va se passer, c'est que dans le monde du travail et dans le champ économique, on va avoir une accentuation des inégalités économiques. Et cette accentuation des inégalités économiques, en fait, je pense que ça participe d'une forme de réaction masculine contre cette entrée en force des femmes dans le monde du travail, dans des professions, par exemple, profession de santé, profession juridique, enseignement supérieur. Donc, des positions et des fonctions qui étaient très prestigieuses. Je veux dire, la santé, l'éducation, le champ juridique, c'est vraiment des lieux très prestigieux et qui, au moment où ils se féminisent, perdent en prestige. Et tout se passe comme si, c'est comme ça qu'on parle en sociologie, c'est un peu, c'est une manière de dire les choses sans prendre trop de risques du point de vue de voilà, Vous pouvez prendre des risques, ça va. des montées en généralité qu'on s'autorise, mais tout se passe comme si, au fond, une partie des hommes, pour garder une position de surplomb par rapport aux femmes, avaient investi à fond le champ économique et le secteur financiarisé du champ économique. Parce que ça organise une forme d'opacité. Ça organise aussi des possibilités de prédation économique, d'accumulation financière. Bon. Donc, là, il y a des enjeux de pouvoir fondamentaux. Et ça a eu des effets sur le pouvoir politique. C'est pour ça qu'au fond, le sentiment que j'ai, c'est que le mécanisme central, c'est vraiment ce rapport-là, ce rapport dénié, refusé d'égalité, qui se transfère dans des positions difficilement contrôlables, susceptibles de donner lieu à des réseaux, des mécanismes d'écran, voyez, qui permettent d'échapper aux contraintes inhérentes à l'égalisation. Les contraintes inhérentes à l'égalisation, je finis juste, pardon, excusez-moi. Non, mais parce que c'est les contraintes inhérentes à l'égalisation, c'est que on doit rendre des comptes. On est responsable, on doit rendre des comptes. Et la question est de savoir comment on contourne ça. Mais alors, une question que je me pose, dans le règne animal, et par bien des aspects, on reste quand même des primates, le leader, la leader, en fonction des races, chez les éléphants c'est plutôt matrimonial, il est choisi pour protéger sa troupe de personnes, quoi, en gros. Et un politique, une femme politique, peu importe, est censé faire la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, il est élu, choisi, pour aller vers le bien commun. Et ce qu'on rencontre de manière étrange, ce qu'on appellerait un homme d'État, une femme d'État, c'est que les politiques qu'on a depuis longtemps ne font pas des choix pour le peuple, oui, on peut dire ça comme ça, mais des choix qui vont dans des intérêts particuliers, dans des croyances souvent politiques. Et je pense qu'il y a beaucoup de Français qui se trouvent orphelins d'un homme, entre guillemets, d'un humain d'État, on va dire un humain d'État pour pas genrer, depuis le général de Gaulle d'une certaine manière. Ce qui est étrange qu'on fait ce choix en fait de personnes perverses d'une certaine manière. Alors c'est une question vertigineuse parce que c'est la question de pour qui travaille notre classe dirigeante. Avec Macron, il est avéré que c'est une oligarchie, une petite oligarchie qui a pris le pouvoir. Voilà. Que Macron, c'est le représentant de ce que je disais, c'est-à-dire de cette élite très masculine. C'est pas pour pointer du doigt les hommes que je dis ça, c'est parce que c'est un phénomène sociologique objectivable. Donc une élite très masculine qui
profite de la libération et de la financiarisation de l'économie pour capter des positions de pouvoir et mettre au service de l'économie financiarisée les ressources qu'elle possède du fait d'avoir été formée dans le sein de la haute fonction publique, voilà, de ce qui doit y mener et de ce qui doit mener aux positions de pouvoir au sein de l'État. Donc on est gouverné par une oligarchie qui met l'État au service des grands intérêts économiques et financiers. Alors ça paraît un petit peu grossier de dire ça, mais de fait, Macron a rendu visible ça. Et là, il y a une coupure par rapport à ses prédécesseurs. Vous avez cité De Gaulle. De Gaulle est parti à la suite d'un référendum qu'il a perdu, et lui aussi, les gens supportaient assez difficilement sa manière d'incarner l'autorité. Il y a un drame du général de Gaulle que je développe un peu dans le livre d'ailleurs, c'est que le général de Gaulle, je pense, a compris qu'il y avait un problème avec le capitalisme, et il a pressenti le fait que le capital attendait son heure pour prendre sa revanche sur le travail, pour dire les choses simplement. En fait, après la Deuxième Guerre mondiale, le patronat s'est tellement discrédité dans la collaboration qu'il a été possible de mettre en place des réformes favorables au monde du travail, à la masse des gens. On met en place la sécurité sociale, enfin, tout ça c'est connu, c'est le programme du Conseil national de la résistance. C'est vraiment un truc très fort qui va structurer la société française en fait jusqu'aux années, jusqu'à aujourd'hui en fait, parce qu'on est encore dans la tentative du capital de prendre sa revanche sur ce programme d'essence socialiste, égalitaire et favorable au travail au détriment des intérêts très particuliers du capital. Voilà. C'est la sécurité sociale, entre autres. Pardon ? C'est la sécurité sociale, entre autres. Oui, voilà, exactement. La sécurité sociale, enfin. Il y aura les nationalisations, un système d'assurance chômage. Si vous voulez, c'est vraiment un moment majeur de recul d'un processus quasi mécanique qui fait que le capital ne cesse de se renforcer avec transmission au sein des familles, etc., du capital. Ça, Thomas Piketty le montre bien dans son livre Le Capital du XXIe siècle. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de loi qui produit une accentuation des inégalités de patrimoine. Bon. Et les moments de guerre ou les moments de crise peuvent favoriser un recul de ça. Bon. Et c'est ce qui se passe après 1945. Et je crois que le général de Gaulle, son drame, c'est qu'il a compris qu'il faut être vigilant sur les entreprises mises les entreprises du capital pour essayer de récupérer des parts du pouvoir perdu. Et il a un grand projet qui est un projet de ce qu'il appelle la participation. Il voulait en gros abolir le statut de salarié. Alors c'est ambigu parce que le salariat c'est quand même, c'est à la fois une forme d'aliénation et c'est une forme de protection, le salariat. Bon. De Gaulle, lui, voulait quelque chose de l'ordre d'une propriété collective, en fait, des moyens de production. Il tâtonnait, il n'a pas réussi à faire passer cette réforme. Il avait contre lui son gouvernement. Enfin, bon, Et alors, le drame du général de Gaulle, c'est qu'il a compris ça. Et c'est assez incroyable. Et en même temps, il a... communiste, alors que oui, exactement. Et parallèlement, il a incarné une manière d'exercer l'autorité qui était dépassée, de fait. Et là, il y avait une contradiction, enfin une sorte de tension, de tragédie presque. Alors après, je pense qu'il y a le tournant. Alors on va vite. Il y a le tournant des années 80, le tournant libéral. Là, la France fait le choix de la construction européenne. Bon.
à partir de là, les marges de manœuvre euh, euh, en matière de politique monétaire, budgétaire, vont considérablement se réduire. Mais quand on se renseigne un peu sur l'histoire politique, etc., qu'on lit des biographies ou des témoignages, ce qu'on comprend, c'est que malgré tout, même si il y a ce choix qui est fait et il est porteur de conséquences quand même, il y a chez Mitterrand, puis chez Chirac, quand même un sentiment qu'il y a des acquis sociaux qu'il faut préserver, qu'il y a des équilibres sociaux qu'il ne faut pas perturber, et qu'il y a une unité du pays à laquelle il faut veiller, même si, effectivement, l'intégration de la France dans la mondialisation libérale et dans la construction européenne oblige à faire des choix de politique économique qui sont des choix difficiles. Mais quand on se rend compte que la société freine, le pouvoir politique est prêt à faire des compromis, est prêt à revenir en arrière. Je veux dire, vous êtes beaucoup plus jeune que moi, je pense. Donc, ça, je pense pas tant, mais en 95, il y avait des mobilisations très fortes et contre un projet de réforme de la sécurité sociale décidé par Juppé. Ouais. Bon, à un moment donné, on recule. Chirac fait reculer Juppé. Et pareil, quand quelques années plus tard, un autre Premier ministre de Chirac, Dominique de Villepin, essaye de faire passer le contrat de première embauche, bon, il est obligé de reculer parce que Chirac sent que c'est juste pas possible. Il y a un sens quand même de ce que c'est le tissu social d'un pays et voilà, des choses qu'il faut pas brusquer. Même François Hollande, alors là, il y a un basculement, je pense, du point de vue aussi. Alors, tout s'entremêle, en fait, parce que. Mais même Hollande a quand même l'idée d'égalité un peu dans sa tête. Voilà. Il est de gauche aussi, de toute manière. Oui, même s'il fait une politique de l'offre, d'ailleurs pressé par Macron, très influencé par Macron pour faire une politique favorable aux grandes entreprises. Macron, c'est le premier dont il est certain qu'il n'a pas la conscience de ce que c'est l'unité et ce que c'est un contrat social d'une certaine manière. Contrat social, c'est quelque chose qui oblige. Quand on parle d'acquis sociaux, c'est juste qu'on exprime un sentiment de dette par rapport à des luttes qui ont permis des avancées. Et si on veut les remettre en cause, ces avancées, ce sera des reculs. Et voilà, vous voyez ce que je veux dire. Alors après, peut-être qu'il y a des grandes données qui évoluent, évidemment, il faut en tenir compte, mais pas au détriment de ce que portaient ces dits acquis sociaux. Et là, vraiment, Macron, il est le premier, je pense, à être aussi évidemment contre tout ce qui constitue le contrat social français. C'est dur. mais là où j'allais aller, c'est de me dire, ok, pour reprendre et expliquer, peut-être de reprendre les bases pas des catégories, mais disons de la définition du pervers narcissique et voir où est-ce que, typiquement Emmanuel Macron, mais après, j'aimerais bien qu'on parle de Trump aussi, parce que je pense que dans la période qu'on vit en ce moment, Trump est également un exemple intéressant, même si je pense profondément différent. On en a parlé un tout petit peu avant de commencer cette discussion. Le pervers narcissique, c'est un séducteur. C'est quelqu'un qui vous dit ce que vous avez envie d'entendre, qui va aller dans votre sens, et puis qui vous isole, si je ne me trompe pas trop. Mais c'est vous qui connaissez mieux le sujet que moi. Est-ce qu'on peut reprendre ces catégories-là et les coller, entre guillemets, à Macron ? Est-ce que c'est un exercice qui est... où c'est un peu tiré par les cheveux, on dira, de manière un peu vulgaire ? Ou est-ce que vraiment ça colle à la définition ? Alors, ça colle si on sociologise à fond la définition. C'est-à-dire que si on interprète ce que recouvre
le mot perversion narcissique du point de vue, en particulier, des femmes qui l'ont utilisé. Ce que ça recouvre, c'est une forme de sociopathologie, typiquement masculine, d'ordre... en sociologie, on a un concept qui est le concept d'hystérèse. C'est-à-dire le fait de faire perdurer un comportement en dehors des conditions qui lui ont donné naissance, qui lui donnaient du sens et qui faisaient que il était adéquat au contexte qu'il a vu naître et dans lequel il avait cours. Ce qu'il y a derrière, au fond, c'est de la part de ces hommes qualifiés de conjoints toxiques ou de pervers narcissiques, qui constituent un noyau. Je ne pense pas que ce soit la majorité des hommes hétérosexuels dans le cadre des couples, heureusement. Après, dans les autres configurations, il faut adapter les outils conceptuels. Mais là, c'est simplement des hommes qui font mine d'adhérer aux nouvelles normes conjugales, l'égalité, la symétrie, la capacité à écouter l'autre. Et c'est là qu'on retrouve la capacité de séduction, parce qu'ils ont une sorte d'art à jouer cette norme mieux que tout le monde, mieux que le gars de base, un peu empoté, qui n'est pas un mec tordu, mais qui n'est pas très à l'aise, enfin voilà, qui fera des erreurs, eux, c'est la perfection. C'est-à-dire, on ne peut pas mieux jouer la norme que eux. Mais, en même temps, comme dirait notre ami Macron, ils n'ont pas du tout intégré la norme. Et c'est là qu'il y a un hiatus. C'est là qu'il y a une sorte de contradiction, de paradoxe, qui fait qu'à un moment donné, gérer cette contradiction suppose de disqualifier l'autre. Donc ça, c'est un mécanisme qu'on voit fonctionner dans des couples, et c'est sur ça que j'ai travaillé, et c'est quelque chose qu'on voit étonnamment fonctionner chez Macron, à la fois dans le rapport qu'il peut avoir avec des gens qui l'ont suivi, qui l'ont soutenu, et même dans son rapport au peuple français dans son ensemble. Je pense qu'on ne comprend pas cette tendance irrépressible qu'il a à disqualifier, à dénigrer, et qu'il a eu d'emblée. Je veux dire, le travail de l'autre côté de la rue. Oui, mais les gens qui ne sont rien, les feignants, les cyniques, les gaulois réfractaires, enfin, il n'a pas arrêté, il n'arrête pas. Il l'a fait avec des dirigeants africains, il l'a fait quand il était à Mayotte. Enfin, c'est structurel. Parce que c'est la seule manière de gérer la contradiction entre ce qu'il a fait croire qu'il était et ce qu'il est vraiment. Ce qu'il a fait croire qu'il était, c'est un jeune dirigeant politique qui n'est pas comme les autres, qui est empathique, qui commence sa campagne présidentielle en lançant des équipes de braves gens sur le terrain pour interroger les gens, faire remplir des questionnaires et faire remonter de la base des idées. Et puis lui va se contenter de les porter, voilà, de poser un diagnostic puis de porter ces idées-là. Donc un truc pure communication. C'est vraiment que ça a été monté par une boîte de com, pure com. Voilà. Donc il a fait croire qu'il était ça, alors qu'il est tout l'inverse. Et il y a un autre point commun, malgré tout, et là on va retrouver Trump, avec ses conjoints toxiques, qualifiés comme tels, c'est que il y a ça, mais il y a aussi, de temps en temps, des sortes d'aveux de ce qu'ils sont vraiment. Parce qu'au fond, Macron, quand il se présente en 2017,
on peut pas ignorer qu'il a une conception de l'autorité qui est très verticale. Donc d'un côté, il crée c'est ça en fait la manipulation. Il y a un nuage de fumée dont on s'entoure, foncièrement aimable, séduisant, etc. Et une sorte de vérité de l'être qui de temps en temps s'avoue, mais qui n'est pas prise au sérieux à cause du nuage autour. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est des processus qui paraissent un peu... mais c'est très... Documenté. Ouais, c'est très très documenté. C'est très très documenté. Et ça renvoie à des expériences vraiment très profondes. Enfin, celles qui ont eu affaire à ça, tout de suite, les victimes comprennent. Et c'est ça qui s'est joué du point de vue du rapport de Macron à une partie de l'électorat français. C'est ça. C'est-à-dire que d'un côté, on avait les éléments pour savoir que c'est, en gros, un faux mec de gauche qui prépare une révolution quasi thatchérienne, parce qu'il il était ministre de l'économie d'un gouvernement socialiste et ça l'empêchait pas de tenir des discours, enfin juste incroyables. Mais comme il était sympa, avenant, puis qu'il y avait cette espèce de halo de bienveillance, d'empathie, voilà, on ne le prenait pas au sérieux. Il donne un entretien en 2015 où il parle du roi, enfin, etc. Bon, on lit ça, on se dit, ce mec est fou. Ce mec se prend vraiment pour le futur roi de France. Mais comme en même temps, c'est là où on est dans la manipulation, comme en même temps, il a une réputation de penseur, on se dit, c'est un intellectuel qui réfléchit sur la politique. Il ne parle pas vraiment de lui. Quand il dit que le peuple français ne s'est jamais remis de la mort du roi. Donc, ouais, c'est ça, en fait, qui autorise ce rapprochement entre Macron et ses conjoints qualifiés de pervers narcissiques. Parce que derrière, il y a la même contrainte. C'est comment imposer à des gens qui ne sont pas disposés à se laisser dominer, à se laisser écraser, à être soumis, dans un univers en plus qui valorise les comportements respectueux, plutôt égalitaires. On a un univers normatif qui est parfaitement égalitaire, hein, contrairement à il y a encore quelques décennies. Je veux dire, le code civil maintenant, la manière dont il régule la vie familiale, c'est parfaitement égalitaire, ce qui n'était pas du tout le cas en 1804 et puis jusqu'en 1975 en fait. Comment imposer une autorité sans appel absolu à des gens qui ne sont pas disposés à se laisser dominer et dans un univers qui ne légitime plus cette forme d'autorité sans appel indiscutable. C'est ça, en fait. Le ressort profond du comportement de ces hommes toxiques en couple et le comportement de quelqu'un comme Macron. Alors, on fait un gros focus sur Macron, mais en même temps, je trouve que c'est intéressant parce que ce qui est très perturbant avec ce personnage, c'est les promesses. Par exemple, ce quinquennat sera écologique ou ne sera pas. Que ce soit donc ça, ou je veux être le candidat qui fait rempart à l'extrême droite, je veux faire j'ai plus le terme. L'égalité homme-femme est censée être la grande cause de ces deux quinquennats. Voilà, l'égalité homme-femme, alors c'est pas à ça que je pensais, mais la réflexion avec des citoyens sur l'écologie, j'ai la Convention citoyenne, voilà. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est que il fait exactement l'inverse de tout ce qu'il décrit, c'est-à-dire que quand il est élu la seconde fois, je suis reconnaissant à la gauche, je sais ce que je vous dois, etc. Et c'est même plus une question de parti politique. La question, c'est l'homme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très étrange. Je sais que les politiques, ils ont quand même cette tendance fâcheuse à dire ce que les gens ont envie d'entendre pour être élus. Il y a cette chanson d'Orelsan qui dit ça assez bien. Mais à ce point-là, c'est quand même assez choquant chez Emmanuel Macron, je trouve. Oui.
Ça explique pourquoi il y a eu toutes ces mobilisations en 2023. Parce que les gens qui se retrouvent dans la rue en 2023, c'est beaucoup de gens de gauche qui ont voté Macron au second tour. Alors, moi, je me range parmi ces électeurs de Macron du second tour. Alors, parfois, on me critique, on me dit que je suis un idiot parce que j'ai voté Macron. Bon. Le problème, c'est que j'ai voté Macron avec envie de vomir. Oui, c'est ça. Ce qui est pas génial quand on va voter, et ce qui est quelque chose que j'avais jamais vécu avant. Là, il y a quand même un truc vraiment particulier. Je veux dire, pour tout vous dire, je suis même pas allé voter au second tour de 2007. Il y avait Sarkozy contre Ségolène Royal. Et Dieu sait que Sarkozy était pas sympa, était braquant, etc. Mais j'avais pas le sentiment d'un danger qui pesait sur la République. Alors avec Macron, il y a Le Pen en face et l'extrême droite sont des vautours. Ce sont des incompétents et des vautours. Et donc ils profitent de toutes circonstances pour essayer de mettre en avant un programme qui est extrêmement réduit. Oui. L'extrême droite n'a aucune idée, sauf de trouver le moyen d'enlever la nationalité française à des binationaux ou à des naturalisés qu'elle ne considère pas comme de vrais Français. En fait, ce n'est que ça. Et ils ne savent pas trop comment faire pour opérer ça, parce que, bon, il y a le souvenir de Vichy, enfin bon. Mais en fait, l'extrême droite, ce n'est que ça. Donc c'est le vide total. Et donc, Macron, quand je vote pour lui en 2017, je me dis, c'est vraiment un imposteur. Moi, je le vois tout de suite. Je fais partie de ces gens qui ont tout de suite senti l'embrouille. Et même, j'étais hyper mal à l'aise. Alors, 2022, paradoxalement, je me suis dit, là, il va être obligé. C'est là où, quand même, là, il va être obligé de tenir compte des gens de gauche. Vraiment. Je me suis dit, là, il est obligé. Ça va être plus serré. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il fait cette réforme des retraites. Et la dissolution, après. Mais là, ça, c'est le summum de la perversion, parce que il a vraiment eu pour projet, je pense, d'être en cohabitation avec l'extrême droite. Donc c'est quelqu'un qui s'est fait élire pour faire barrage contre l'extrême droite et qui a fait monter l'extrême droite comme personne. Et c'est un projet qu'il a tout de suite. Dès 2017, il a le projet de faire monter l'extrême droite. Je cite un témoignage d'un journaliste qui n'en revient pas de ce que Macron lui dit dans l'entre-deux tours de l'élection de 2017. Donc il sait que l'extrême droite, c'est sa manière de garder le pouvoir. C'est ce qui lui a permis d'arriver au pouvoir, de fait, et c'est ce qui lui permet de rester au pouvoir. Donc c'est ça qui est insupportable, c'est-à-dire que il met en avant des grandes idées comme ça, mais parallèlement, sur certains points, que ce soit la question de la construction européenne, le fait qu'on est lié à un processus qui, sur le plan de la politique économique, détermine une seule et même orientation. Là, il n'a jamais varié. Donc d'un côté, il est capable de raconter n'importe quoi, et de l'autre, sur le cœur de ce qui le définit et de ce qui définit l'action publique, il est totalement rigide. Là aussi, c'est un point commun avec ces hommes violents, qui sont... Il y a un mélange de rigidité absolue, il y a des trucs qui sont intouchables, et puis autour, une capacité à dire tout et n'importe quoi du moment que ça va dans leur intérêt. Totalement instrumental. Ce qui fait que la parole de Macron, plus que tout autre dirigeant politique, n'a absolument aucune valeur. Aucune valeur. Pour votre confort d'écoute, ce podcast a été séparé en 2 parties. Ceci est la fin de la première partie. Merci d'avoir écouté Blanc. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.